Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, une édition consacrée à la vision et aux ambitions des aspirants à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique renforce ses capacités pour résoudre ses conflits à travers des solutions internes adaptées portées par l'Union africaine et des structures régionales. Sur la scène internationale, le continent aspire à des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, reflétant son poids démographique et stratégique. Le soutien international reste crucial pour consolider la stabilité et le développement. Plus de précisions avec Philippe Akoua. Dans le cadre du développement de mécanismes propres pour la résolution de conflits, l'Afrique privilégie la mise en place de solutions internes adaptées aux réalités locales. L'Union africaine, UA, et les organisations régionales notamment jouent un rôle central dans la médiation et la prévention des crises, renforçant ainsi la souveraineté et l'autodétermination du continent. Également, au niveau bilatéral, il y a des efforts et nous avons certainement suivi les développements, les avancées dans certaines régions où il y a eu des conflits qui durent depuis des années. Et puis il y a aussi un cadre commun pour un partenariat renforcé en matière de paix et sécurité avec les Nations Unies, Union africaine et Nations Unies. Je pense que c'est un cadre qui nous permet de se retrouver avec la communauté internationale et résoudre nos problèmes. Pourquoi est-ce qu'on devrait parler uniquement du conflit en Ukraine qui préoccupe les Ukrainiens et pourquoi on ne parlerait pas un petit peu plus de ce qui se passe au Soudan ou de ce qui se passe dans d'autres pays de l'Afrique. Pour pérenniser la paix, l'UA a mis en place l'architecture africaine de paix et de sécurité, incluant le Conseil de paix et de sécurité et la Force africaine en attente. Ces structures, selon les experts, constituent une réponse rapide et coordonnée aux crises, illustrant l'engagement de l'Afrique à gérer ses propres défis sécuritaires. Our Peace and Security Council is not proactive. Notre Conseil de paix et de sécurité n'est pas proactif. Il réagit aux crises lorsqu'elles se produisent. Cela doit changer. Et j'envoie un message à nos pays membres pour leur dire que cela doit changer. Le deuxième problème auquel nous devons faire face est celui de nos forces en attente. Nous les avons sur papier, bien sûr. Nous pouvons parfois les mobiliser, mais elles manquent de ressources. Nous dépendons toujours de partenariats étrangers pour nos ressources. Sur la scène internationale, l'Afrique aspire à un rôle accru, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Des réformes sont demandées pour des sièges permanents, reflétant le poids démographique et l'importance stratégique pour l'obtention du continent. Selon les experts, cette représentation renforcerait l'équité et l'efficacité des décisions mondiales en matière de paix et de sécurité. Dans une institution, 5 pays sont représentés au Conseil de sécurité avec un droit de veto et l'Afrique n'est pas représentée. Un continent qui compte 1,4 milliard d'habitants, ce n'est ni tenable ni acceptable. Mais nous allons insister pour que l'Afrique obtienne 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est que justice car nous sommes un continent de 55 nations souveraines. Nous ne pouvons pas être exclus alors que l'Europe a 3 représentations permanentes au Conseil de sécurité. Par ailleurs, le partenariat entre l'ONU et l'UA est essentiel pour renforcer les capacités africaines en matière de maintien de la paix. Selon les observateurs, un soutien accru de la communauté internationale, notamment en matière de financement et de formation, est crucial pour assurer la stabilité et le développement durable en Afrique. En 2016, les dirigeants africains ont engagé une réforme profonde de l'Union africaine, incluant entre autres la fusion de plusieurs commissions, réduisant leur nombre de 10 à 8.
Cependant, l'enjeu principal reste le financement de l'UA, dont plus de 80% du budget dépend des partenaires étrangers comme l'Union européenne, d'où l'idée d'instaurer une taxe de 0,2% sur les produits importés. À ce jour, 24 pays ont accepté de l'adopter. Catherine Gombe nous en dit plus. En 2016, les dirigeants africains ont reconnu qu'il était urgent de réformer en profondeur l'Union africaine. L'initiative du président rwandais Paul Kagame, alors champion pour les réformes de l'Union africaine, visait à changer les institutions de l'UA pour améliorer les prestations de services et l'efficacité opérationnelle de l'institution panafricaine. Il s'agissait entre autres de réduire le nombre de départements de la commission de l'UA, de garantir la représentation des sexes et des régions au niveau de la direction, d'instaurer un système de recrutement fondé sur le mérite, d'auditer et d'évaluer tous les départements. Aujourd'hui, pour renforcer l'efficacité de cette institution, les dirigeants estiment qu'il faut poursuivre le travail engagé par les précédents bureaux de la commission de l'UA. Ce qu'il faut faire, si je suis président de la commission, c'est de reprendre les dossiers là où l'ancienne équipe avait laissé. Il ne faut pas effacer l'histoire comme ça, et je ne pense pas que nous sommes à la fin d'un processus. Nous sommes au début d'un nouveau processus. Sur la question du financement de l'institution, les experts s'accordent à dire que les contributions et les décaissements du Fonds pour la paix restent insuffisants, en particulier face à l'aggravation de l'insécurité dans certaines régions du continent. Au 31 octobre 2023, seuls 31 des 55 États membres avaient versé 100% de leur contribution annuelle, ce qui laisse un déficit de 56,3 millions de dollars. Aujourd'hui, le principal goulot d'étranglement de nos réformes est le financement. Nos chefs d'État ont déclaré que nous verserons la commission de 0,2% des intrants éligibles. Seuls 17 pays appliquent et respectent cette règle. Il faut que cela change. Je ne vais pas imposer cela à nos dirigeants. Ce sera plutôt un plaidoyer, car il devient urgent de résoudre cette question de la mobilisation et du financement. Pour atteindre l'autonomie financière, la jeunesse doit être mobilisée. Ainsi, selon les spécialistes, l'implication des dirigeants du secteur privé africain pourrait revitaliser l'UA et assurer que les réformes prioritaires parviennent à leur terme. Nous devons sortir des sentiers battus et veiller à ce que la plupart des réformes proposées soient mises en œuvre. Ouvrons l'espace aérien par la circulation des personnes en nous adressant à la question du visa qui est encore un gros problème. De nombreux hommes d'affaires africains ne peuvent pas voyager à travers le continent parce qu'ils n'ont pas de visa. Dans un ordre mondial en pleine mutation et face aux menaces constantes qui pèsent sur la sécurité de l'Afrique, l'Union africaine doit renforcer ses relations extérieures avec les organismes multilatéraux et les États. La course à la présidence de la Commission de l'Union africaine, l'un des postes les plus stratégiques de l'organisation, est actuellement en jeu. Le poste occupé par la Rwandaise Monique Sonzabagangwa voit 3 candidates d'Afrique du Nord en lice, notamment l'Algérienne Selma Malika Haddadi, la Marocaine Latifa Arbache et l'Égyptienne Hanan Morsi. Samantha Sabero Sabobanga nous apporte plus de détails sur cette question. Latifa Arbache, candidate marocaine, n'est pas étrangère aux arcades de la diplomatie internationale. Véritable figure de la diplomatie marocaine, elle s'est imposée par son expérience internationale et ses compétences en matière de négociation. Ancienne journaliste et ministre déléguée aux affaires étrangères, elle préside actuellement la haute autorité de la communication audiovisuelle. Cette inauguration signifie aussi qu'il y a un bénéfice mutuel, promouvoir l'expertise et les synergies africaines, en tout cas aussi pour la ACA du Maroc de s'inscrire dans la vision du roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans un discours prononcé ici même à Abidjan, avait appelé à ce que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. L'Égyptienne Hanan Morsi est une candidate hautement qualifiée avec plus de 25 ans d'expérience dans des organisations internationales telles que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et le FMI. Elle a dirigé des réformes importantes et conseillé plusieurs pays sur des questions telles que la question de la dette et l'efficacité des dépenses publiques. Nous devons attirer le secteur privé en créant un environnement commercial favorable et en alignant les incitations pour attirer davantage d'investissements.
Nous devons également nous assurer que la dette est bien gérée et que les instruments de financement innovants sont transparents. À 47 ans, l'Égyptienne Selma Malika Haddadi est présentée par ses pairs comme une diplomate chevronnée. Ses nominations récentes au poste d'ambassadrice en Éthiopie et représentante permanente auprès de l'Union africaine sont dans la continuité de son expérience riche et variée dans les affaires africaines et internationales. Bien qu'il y ait 3 candidates en lice, la bataille se joue plus entre la Marocaine Latifa Akarbache et l'ambassadrice algérienne Selma Malika Haddadi. Notons que l'élection à la vice-présidence de l'Union africaine est prévue en février 2025. Je m'attellerai à optimiser la coordination au sein des organes et structures de l'Union africaine et la coopération avec les partenaires, en ce que cela est primordial pour la réussite de toute entreprise visant à relever les défis de l'Afrique et à concrétiser les objectifs de paix, de stabilité, d'intégration et de prospérité. Qui de l'Algérienne Selma Malika Haddadi, la Marocaine Latifa Akarbache et l'Égyptienne Hanan Morsi succédera à la Rwandaise Monique Sanzabangawa au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Les 3 candidates d'Afrique du Nord s'affrontent pour décrocher cette présidence tournante de l'institution. Dans l'actualité de nos régions, les pays de l'Alliance des États du Sahel quittent la CEDEAO en janvier 2025. En parallèle, le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a engagé sa 2e session ordinaire du 11 au 13 décembre 2024 à Nairobi, au Kenya. Et enfin, face à des défis sécuritaires, climatiques et géopolitiques, l'ONU a abordé la question des crises en Afrique centrale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger cesseront officiellement d'être membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Cette décision annoncée par la Commission de la CEDEAO intervient après une période de tension politique et de sanctions au sein de l'organisation. Un délai de 6 mois a été accordé pour finaliser les modalités de départ de ces 3 pays et poursuivre les efforts de médiation en vue de leur éventuel retour au sein de la CEDEAO. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC, a convoqué la 2e session ordinaire de sa 4e Assemblée générale permanente. Cette session, conforme au statut de l'organisation, est marquée par les élections à mi-mandat du comité permanent. À noter que l'Assemblée générale de l'ECOSOC s'est réunie du 11 au 13 décembre 2024 à Nairobi, au Kenya, principalement pour le renouvellement de sa direction. Le 12 décembre 2024, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a débattu de la situation complexe en Afrique centrale, marquée par des crises sécuritaires, climatiques ainsi que des rivalités géopolitiques. La sous-région traverse également une période de cycles électoraux et une situation humanitaire de plus en plus difficile. Face à ces défis, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a exprimé son engagement à exploiter la dynamique du pacte pour l'avenir afin de favoriser la prévention des conflits, le développement durable et la réforme du système financier international et du Conseil de sécurité. À La Havane, au Cuba, les représentants de plusieurs nations, experts et militants ont échangé pendant 5 jours sur les moyens de bâtir des sociétés inclusives, reconnaissance, justice et développement pour les personnes d'ascendance africaine, la voie vers une lutte plus efficace contre le racisme. Un reportage de Joseph Moifo. Au centre des préoccupations durant les travaux de la conférence internationale de la décennie des afro-descendants figure en bonne place la réparation historique des injustices subies par les peuples africains à travers l'histoire, notamment celles liées à l'esclavage et à la traite transatlantique. D'après les estimations de l'UNESCO, cette traite a déraciné 15 à 20 millions d'Africains qui ont été séquestrés et traînés de force dans les Amériques et les Caraïbes. En effet, le racisme, comme vous le saviez, plonge ses racines dans les siècles de domination, d'asservissement et d'exploitation des fils et des filles d'Afrique
et des personnes ayant des origines africaines. La résolution du problème de racisme dans le monde nécessite des approches multisectorielles et collaboratives. Mais d'abord, une exploration des causes profondes de ce grand drame de l'humain s'impose. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, présent aux assises, pour plus de cohérence dans les actions à entreprendre, tout doit partir du courage et de la volonté des Africains de s'affranchir du complexe d'infériorité. Un changement de mentalité est plus que nécessaire. On peut prendre des décrets, on peut prendre des décisions, mais si les mentalités n'ont pas été changées, si on continue à apprendre aux bébés, aux enfants des autres peuples qui sont plus supérieurs aux Noirs, si on continue à apprendre aux enfants des autres nations qui se prennent pour le centre du monde, qui se prennent pour le nombril du monde, qui sont plus supérieurs que les autres peuples, qui sont plus supérieurs que le noir, qui sont plus supérieurs que l'Africain, le problème ne sera pas réglé. Mettre fin au racisme est un processus complexe nécessitant une implication collective et soutenue, avec pour bras séculiers la force des institutions africaines et la contribution de la société civile. D'abord, il faut utiliser le levier institutionnel. Nous avions l'Union africaine, nous avions les institutions sous-régionales, comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la SADC en Afrique australe, la CEMAC ou la CEAC en Afrique centrale, l'IGAD en Afrique de l'Est. Il faudrait utiliser, comme je disais, l'Union africaine et les institutions sous-régionales comme premier levier. De deux, maintenant, il faut une mobilisation de la société civile. La société civile doit jouer un rôle important. La conférence de la Havane a posé les bases d'une réflexion collective sur un problème global, réaffirmant ainsi la nécessité d'actions concrètes pour éradiquer le racisme sous toutes ses formes et promouvoir une justice véritablement universelle. Un appel à l'action, mais aussi un espoir renouvelé pour des millions de personnes à travers le monde. La 7e édition des rencontres du marché des titres publics se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 22 février 2025. L'événement aura pour thème « Mobilisation de l'épargne intérieure, quelle exigence pour soutenir le développement du marché financier en zone UMOA ». Organisées annuellement par l'UMOA Titres, ces rencontres constituent un événement phare pour le marché financier de la zone UMOA. La 3e conférence foncière arabe se tiendra à Rabat du 18 au 20 février 2025 sous le thème « Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation ». La conférence est une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle permettra de partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, de développer les capacités et de promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle ENA et le groupe audiovisuel public FANA, l'Éthiopie s'apprête à accueillir du 15 au 16 février 2025 la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, sera précédée par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine du 12 au 13 février 2025. Le sommet de l'Union africaine en février 2025 permettra l'élection d'un nouveau président de la commission de l'institution panafricaine, d'une nouvelle vice-présidente ainsi que de nouveaux commissaires de la commission. Dans un monde en pleine mutation, notamment sur le plan économique, des experts proposent plusieurs solutions en vue d'assurer la stabilité économique de l'Afrique. Parmi les priorités de la Banque africaine de développement figure le renforcement des capacités des décideurs politiques et des jeunes pour stimuler la croissance et l'innovation face à l'incertitude mondiale. Ce volet de développement est pris en charge par l'Institut africain de développement, une unité de la BAD dirigée par le docteur Eric Kehinde, suivant son portrait avec Frater Nandasi Senga.
Macroéconomiste chevronné, le Nigérian Eric Kehinde dirige l'Institut africain de développement depuis juin 2024. Optimiste face au développement de l'Afrique, le docteur Eric Kehinde cumule près de 20 ans d'expérience dans plusieurs domaines comme la macroéconomie, l'économie du développement et le développement des capacités, ou encore la gouvernance publique, la réforme réglementaire, le suivi et l'évaluation et le conseil politique. When I go to countries, I see a lot of enthusiasm from both young and old. Lorsque je me rends dans les pays, je vois beaucoup d'enthousiasme de la part des jeunes et des moins jeunes, de la part des différentes parties prenantes qui souhaitent tracer l'avenir de l'Afrique. Lorsque vous voyez et rencontrez des personnes aussi enthousiastes, qui sont déterminées et travaillent dur pour assurer le développement de l'Afrique, vous savez qu'il y a de l'espoir pour le continent. Quand je vais en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, et que je vois une foule d'experts, de technocrates qui veulent travailler très dur, aller plus loin que l'appel du devoir pour assurer que le continent puisse mettre en œuvre des politiques ou établir un diagnostic des défis, cela me donne l'espoir qu'en effet, même s'il peut sembler que les problèmes et les défis sont intimidants, ils ne sont pas insurmontables. Even though it may appear that the problems, the challenges are daunting, but they are not insurmountable. L'Institut africain de développement, une organisation d'apprentissage de classe mondiale, est une unité du groupe de la Banque africaine de développement qui coordonne le développement des capacités institutionnelles par la coproduction de connaissances et de capacités institutionnelles avec les pays membres régionaux afin de promouvoir un développement inclusif et durable en Afrique. I was attending a meeting in Guinea-Bissau some few weeks back. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une réunion en Guinée-Bissau, une réunion du Fonds d'administration fiscale d'Afrique de l'Ouest, et le directeur général de l'une des autorités fiscales est venu me voir et m'a remercié pour ce que la Banque africaine de développement est en train de faire. Il m'a avoué qu'aujourd'hui, il génère plus de 100% des recettes qu'ils avaient l'habitude de générer avant notre soutien. Vous pouvez me demander, qu'avez-vous fait? Nous avons aidé l'autorité fiscale de ce pays à doubler ses revenus grâce à la digitalisation et c'est une belle réussite. Dans un continent où la population jeune devrait doubler d'ici 2050, le renforcement des capacités joue un rôle primordial pour permettre aux jeunes Africains de stimuler la croissance économique et l'innovation, notamment dans un contexte d'incertitude mondiale croissante. Et ça aussi, c'est l'une des priorités de l'Institut africain de développement que dirige le docteur Eric Kehinde. Come February next year, we are planning to launch what we call Youth Community of Practice. En février de l'année prochaine, nous prévoyons de lancer ce que nous appelons une communauté de pratique de la jeunesse. Il s'agira d'une plateforme qui fournira à la jeunesse africaine le cadre nécessaire pour se réunir, délibérer, discuter et apporter des solutions perspicaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. L'Afrique a une population jeune, car la majeure partie de la population est constituée de jeunes. Nous devons donc tenir compte des opinions et des perspectives de ces jeunes pour façonner l'avenir de l'Afrique. Au cours de sa carrière, le docteur Eric Kehinde a notamment conçu et dirigé des initiatives novatrices de renforcement des capacités et de conseils politiques adaptés au contexte au plus haut niveau de la gouvernance nationale, ce qui lui a permis d'établir d'importants partenariats mondiaux et d'obtenir des résultats probants. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, il a été assistant spécial du président du Nigeria pour le commerce international et les finances, puis conseiller spécial du conseil économique en chef du président. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24 TV. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.